France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. Cette semaine est marquée par la nomination en France, l'un des piliers de l'Union européenne, d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, mais aussi par le discours sur l'état de l'Union traditionnel de rentrée d'Ursula von der Leyen. Un discours particulièrement sur le fil et nous en parlerons abondamment dans notre seconde partie avec un débat entre 3 eurodéputés qui assistaient à cette plénière. Pour faire le point sur ces affaires européennes et françaises, nous recevons aujourd'hui Clément Beaune. Bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé haut commissaire à la stratégie et au plan en mars dernier. Vous êtes ancien secrétaire d'État aux affaires européennes. Vous intéressez beaucoup à l'Europe puisque vous étiez aussi sur ce chapitre ancien conseiller d'Emmanuel Macron. On commence par cette idée que la France, c'est la deuxième puissance tout de même économique de l'Europe, toujours sans budget, mais avec un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, un proche du président. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Qu'est-ce que vous en attendez ? On a besoin d'une stabilité. Donc la première mission qui a été confiée par le président de la République au nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, c'est d'assurer cette stabilité, d'ouvrir un temps, comme le Premier ministre l'a enclenché dès son arrivée, de consultation, concertation avec les partis politiques, sans doute aussi les forces économiques et syndicales, comme il l'a dit, et comme je crois c'est nécessaire, parce que on a besoin de ce compromis pour la stabilité, et on a besoin notamment, c'est sans doute la première urgence, mais on a encore 3 mois devant nous, donc utilisons ce temps utile pour travailler, d'un budget pour le pays. L'an dernier, on est dans une situation finalement plus difficile, puisqu'il y a eu une chute de gouvernement début décembre, c'est le gouvernement de Michel Barnier, qu'il y a eu une forme de loi spéciale, comme on l'appelle, pour garder la continuité de l'État. En France, heureusement, nous n'avons pas de shutdown à l'américaine, mais le vrai budget a été voté au mois de février, n'a pu être appliqué que quelques semaines plus tard. Donc là, on a un temps qui est encore utile, suffisant, pour négocier de manière générale et spécifiquement sur un budget. On ne peut pas imaginer en effet, vous l'avez rappelé, que nous sommes la deuxième puissance de l'Union européenne, deuxième puissance économique aussi de la zone euro, derrière l'Allemagne, que la France, une deuxième année, commence l'année sans avoir un budget stable, arrêté, prévisible pour l'ensemble des Français, nos services publics et les entreprises aussi. Clément Beaune, vous êtes l'auteur d'un livre chez Stock, je dirais malgré tout que la politique est belle. Les Français sont descendus dans la rue sous le slogan « Bloquons tout » de 100 000 personnes et projettent de le faire à nouveau. Ils ont plutôt l'impression que la politique est moche. Oui, c'est clair. Souvent, parfois elle l'est, il faut le reconnaître. Et je voyais des études d'opinion qui s'intéressaient aux mots qu'utilisaient les Français pour caractériser la politique. Et je crois que celui qui revenait le plus souvent, c'était navrant. On a tous cette part importante de responsabilité dans une forme de spectacle, parce que les gens disent ça, quand ils restent polis, dont ils ont l'impression qu'il incarne une impuissance, une incapacité d'agir et une incapacité au compromis. Vous avez parlé de bloquons tout. Je ne sais pas si c'est les Français qui sont descendus dans la rue, c'est effectivement quelques dizaines de milliers, beaucoup d'actions de violence. Je ne pense pas du tout que ce soit représentatif de ce que veulent les Français justement pour notre pays, qui a à mon avis plutôt plus de stabilité, plutôt plus d'ordre au sens large du terme, économique, géopolitique et dans la rue. Et cette aspiration-là, elle doit conduire les responsables politiques à trouver des compromis. Le compromis est vu comme un mot sale, repoussant, dégoûtant, tout mou. Et on parle d'Europe ici, tous les pays européens ont des parlements fragmentés. Toutes les grandes démocraties parlementaires, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, font, et parfois c'est compliqué, parfois c'est instable chez eux aussi, mais des compromis à la fin pour avoir un gouvernement, un budget, des actions essentielles sur lesquelles ils avancent. Et donc la France, en quelque sorte, s'européanise. Elle a un parlement fragmenté, mais elle n'a pas le mode d'emploi de la coalition. Justement, vous qui avez été ministre représentant l'aile gauche de la Macronie, vous conseillez récemment au futur Premier ministre une ouverture à gauche. Ça a l'air très difficile puisqu'il s'agit de Sébastien Lecornu qui est taxé par une partie de la gauche d'homophobie, qui questionne d'ailleurs ses valeurs aussi parce qu'il a des déjeuners secrets avec l'extrême droite. Coalition programmatique et pragmatique impossible ? Il ne faut pas tout mélanger. Sébastien Lecornu, il est d'abord en fonction, et je pense que la négociation doit avoir lieu avec le Premier ministre qui est nommé, selon notre Constitution, par le Président de la République. C'est un homme, tout le monde le reconnaît,
qu'on partage ou pas sa sensibilité, comme les partis de gauche l'ont dit eux-mêmes, de dialogue et de discussion. Et je crois que tous les partis politiques et les forces syndicales, dans leur immense majorité, vont participer à cette concertation. Bon, donc il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et le Premier ministre a été très clair dans son discours d'arrivée sur l'idée qu'il y avait dialogue, concertation et même un mot très fort, rupture. Ce qui veut dire arriver à trouver des changements concertés, négociés, notamment avec le Parti socialiste ou la gauche que j'appelle responsable. Moi, je viens de cet esprit social-démocrate. La social-démocratie, c'est d'abord une méthode, puisqu'on parle là aussi d'Europe. C'est quoi? C'est l'attachement à la négociation sociale, au compromis politique et à l'Europe. C'est ça la social-démocratie fondamentalement. Donc un peu de cet esprit de compromis et de négociation ferait du bien. Le Premier s'y est disposé, il faut aussi être deux pour lancer le tango, et donc qu'il y ait des forces politiques, notamment à gauche, je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, qui aillent négocier et qu'ensuite on fasse des efforts. Ça veut dire que ce n'est pas tout le programme, toutes les convictions qu'on a défendues en appartenant au camp présidentiel, qu'on doit appliquer. D'autant que le chiffre de la semaine que nous avons tenu à rappeler, c'est le déficit de la France, 5,8% pour l'année 2024. C'est bien sûr beaucoup plus que ce qu'autorise le pacte de stabilité, 3%. C'est beaucoup plus que l'Allemagne. La dette est à 113% pour la France, 2 fois plus que le plafond autorisé. Et on emprunte à des taux supérieurs à l'Italie et à la Grèce. La France est devenue l'homme malade de l'Europe ? Non, moi je ne crois pas. On a un discours 100% négatif. Bon, il y a des difficultés. On a fait une note récente sur nos finances publiques et l'effort de défense qu'on doit financer. C'est ce que j'appelle ce carré qui n'est pas magique, malheureusement. Nous sommes le premier pays de l'Union européenne par notre déficit, le premier pays de l'Union européenne par nos dépenses publiques, aussi le premier pays de l'Union européenne par notre taux d'imposition, et le troisième pour le niveau de dette. Donc la situation des finances publiques est préoccupante. C'est ce qu'a d'ailleurs, à juste titre, expliqué, martelé François Bayrou courageusement. Mais il ne faut pas non plus qu'on bascule complètement de l'autre côté du cheval en disant la France n'aurait aucun atout. On est, on l'a dit, la deuxième puissance économique de la zone euro. On est un pays qui, dans des domaines d'innovation, y compris intelligence artificielle, numérique, je l'ai vécu dans les transports, la décarbonation de nos transports, de notre économie en général, a des entreprises formidables qui sont des réussites à l'international, un taux d'emploi qui a augmenté ces dernières années, un chômage qui a reculé. Et donc, je ne dis pas que les choses vont parfaitement bien, ce serait évidemment absurde, mais inversement, dire que la France ne serait plus une puissance, un pays qui compte et une puissance économique en Europe, c'est faux. Et donc, est-ce qu'on n'a pas une trajectoire de retour en dessous de la barre des 3% que voulait François Bayrou, qui était trop ambitieuse, trop rapide? Enfin, je veux bien qu'on dise qu'elle était trop ambitieuse, mais 2029. C'était 2029. Je rappelle qu'on serait, même avec ces objectifs-là, et de loin, le dernier pays de la zone euro à passer en dessous de la barre des 3%. Donc, on ne va pas aller dans le sens inverse et dire qu'on se fiche du déficit et que la trajectoire importe peu. Non, il faut revenir sous les 3%, pas parce que dans un bureau à Bruxelles on l'a décidé, mais parce que c'est le déficit public qui stabilise la dette et évite de l'accumuler ou de l'augmenter. Donc c'est très important pour notre souveraineté et notre indépendance économique et notre indépendance tout court. Et donc il faut qu'on tienne une trajectoire raisonnable, ambitieuse, qui est des discussions. C'est, j'imagine, ce que discutera le Premier ministre sur la trajectoire des économies, sur l'ampleur des économies en 2026, peut-être réfléchir. Et sur la taxation, probablement. Alors, j'insiste à une trajectoire pluriannuelle d'économie, parce que c'est ça qui fait la crédibilité d'une stratégie économique. Voilà, planifié sur plusieurs années. Vous n'êtes pas commissaire au plan pour rien. Alors la Norvège, je rappelle, est un partenaire énergétique essentiel pour l'Europe depuis la guerre en Ukraine, premier fournisseur de gaz. Et c'est la gauche travailliste qui vient de l'emporter en Norvège, où les plus aisés payent et vont payer donc un impôt sur le revenu élevé, une taxe de près de 40% sur leur patrimoine. Taxer les plus riches pour réduire notre dette, c'est la solution en Norvège. Pourquoi pas chez nous? Mais c'est un vrai débat, mais je voudrais là aussi qu'on mette un peu de rationalité, si je puis dire, ou de justesse dans ce débat qui parfois est un peu caricatural ou caricaturé. On est, je le disais, le pays avec le plus haut taux d'imposition. Donc on n'est pas un paradis fiscal et les taux d'imposition pour les plus riches sont déjà élevés, y compris en comparaison européenne. Deux, c'est vrai qu'il y a aussi en France et dans beaucoup de pays européens, mais en France, on le voit, une forme d'accumulation des patrimoines. Les patrimoines les plus importants concentrent une part de la richesse qu'on n'avait pas vue parfois depuis un siècle dans notre pays. Donc la question de la mobilité, de la taxation des patrimoines, de la mobilité sociale qui en découlerait, c'est une vraie question. Moi, je pense, on ne se refait pas complètement, mais par souci d'efficacité, que ça serait bien de traiter cette question au niveau européen. Je ne suis pas le seul à le dire, c'est d'ailleurs une proposition de Raphaël Glucksmann dans la campagne des européennes. Est-ce qu'on peut faire une négociation européenne à quelques-uns pour voir s'il n'y a pas une taxation des très hauts patrimoines supplémentaires qui éviterait des problèmes de compétitivité pour la France? Et puis, si ça ne marche pas, le faire chez nous dans quelques mois,
On peut imaginer ça, c'est exactement ce qu'on a fait pour la taxation des GAFAM, et ça a marché au niveau européen. La fameuse taxe Zuckman, ça n'apporterait sans doute pas toutes les recettes qu'on nous dit parfois, plutôt 5 milliards que 20 milliards, donc c'est un peu différent. Et puis, il faut être lucide, ça ne résoudrait pas, quoi qu'il arrive, notre problème de dette ou de déficit à soi seul. Et donc, pourquoi pas un débat sur les taxations de patrimoine, plutôt au niveau européen, mais ayons-le dès maintenant en France. Mais il faudra faire des économies aussi. Alors Marine Le Pen sera jugée en appel du 13 janvier au 12 février sur l'affaire des assistants parlementaires, une échéance judiciaire et politique cruciale pour la présidentielle de 2027, pour la patronne de l'extrême droite. Le préjudice économique pour le Parlement européen était évalué à 3,2 millions d'euros. Sa première condamnation avait suscité de vives polémiques. À tort, vous trouvez ? À tort, quand la polémique consiste à attaquer la justice, à donner l'impression, un peu comme le fait M. Trump, qu'on vivrait dans un état subjectif et non pas un état de droit, où les juges feraient des choix politiques. C'est pas ça la France. Ça n'est pas cela la justice française. Et quand on est un responsable politique, même quand on est triste, accablé par une décision, on respecte la justice. Quand on aspire aux plus hautes fonctions, la présidentielle pour Mme Le Pen depuis longtemps, on respecte la justice de notre pays. Sinon, c'est très inquiétant parce qu'un président de la République est quelqu'un qui aspire à l'être et garant de l'autorité judiciaire. Et donc, moi, je trouve qu'on a un débat, c'est très révélateur ce qui a été dit à l'époque, qui dérive complètement vers des attaques, y compris parfois à la droite dite républicaine, contre l'État de droit, contre le Conseil constitutionnel, contre les juges, qui ne font pas de politique, qui appliquent des lois, et parfois d'ailleurs des lois que le Rassemblement national a votées, souhaitées, ou voulu renforcer, parce que Mme Le Pen, elle disait inéligibilité à vie quand il y a des faits de cette nature. Donc on respecte la justice. Maintenant, il y a un appel, et comme toute citoyenne, comme tous ceux qui sont jugés avec elle, Mme Le Pen a le droit à un recours et à un appel effectif et à un nouveau jugement, et c'est la justice qui dira la vérité, la réalité des choses. Alors, rappelons quand même un fait marquant de cette semaine. Le 10 septembre, c'était le grand oral du discours sur l'état de l'Union pour Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission, donc devant le Parlement européen. Alors Clément Beaune, vous l'avez trouvée globalement convaincante. D'abord, je vous remercie d'en parler parce que c'est un discours important, ce discours sur l'état de l'Union européenne, qui a peu d'écho dans nos médias en France et peut-être ailleurs en Europe. Et c'est dommage parce que, quoi qu'on en pense, il y a des sujets, la question internationale, les questions commerciales et l'accord qui a été signé avec les États-Unis, des propositions nouvelles sur le logement, l'innovation, qui sont importantes et qui doivent être débattues. Et donc, il faut en parler. Je l'ai trouvée, Ursula von der Leyen, engagée, plutôt convaincante sur les sujets internationaux. On voit bien la fermeté européenne et l'unité européenne face à la Russie, de nouvelles sanctions qui ont été annoncées, qui sont déjà en discussion. Donc là-dessus, je crois que la ligne est claire. Et Mme von der Leyen, je dois dire, pour l'avoir vue à l'œuvre quand j'étais ministre des Affaires européennes, sur la question de l'Ukraine notamment, a toujours été une défenseur extrêmement claire d'un soutien européen et d'une coopération avec les États-Unis pour la sécurité et la sauvegarde de l'Ukraine face à la Russie. Je suis moins convaincu, par exemple, sur la question commerciale. L'accord qui n'a pas été conclu hier, mais cet été avec le président Trump, me paraît défavorable, déséquilibré. Et moi, je suis convaincu que quand l'Europe ne montre pas sa force, elle perd du soutien. En tant que pro-européen, on n'est pas un béat ou un naïf, on est justement un combattant. Et moi, je suis un combattant de l'Europe. Quand il y a des choses qui ne vont pas en Europe, je ne fais pas comme les extrémistes, notamment de droite, qui se réjouissent, mais qui n'ont aucune solution parce que tous les jours, ils essayent d'affaiblir l'Europe, de chahuter la présidente, ne rien proposer. Mais il faut améliorer et bâtir sur nos forces. La question commerciale, on est la deuxième puissance commerciale du monde, le premier marché ouvert du monde en Europe. Parlons de ces extrémistes. On doit faire beaucoup mieux dans nos négociations commerciales avec les États-Unis, très fortement. Jordan Bardella, qui est le président du groupe Les Patriotes, donc la droite radicale dans l'hémicycle, a estimé que la filière automobile allemande est la seule gagnante de cet accord. Elle voit ses droits de douane passer de 27,5% à 15%. Le chancelier allemand Friedrich Merz en a profité pour réclamer aussi de la flexibilité dans la réglementation automobile sur l'interdiction des voitures thermiques d'ici 2035. Est-ce qu'on donne trop, et notamment cette présidente allemande, à l'industrie automobile allemande? Ce serait caricatural. Je ne crois pas, pour répondre directement à votre question, que Ursula von der Leyen soit la présidente de la Commission de Berlin ou de l'Allemagne et des intérêts économiques allemands. Il y a d'autres pays qui avaient d'ailleurs soutenu cet accord commercial. Je pense à l'Italie. La position française est l'une des plus fermes en Europe, mais on a raison. Parce que M. Trump ne comprendra que le langage de la force, de l'unité, de la fermeté européenne. On ne l'a pas toujours tenu et pas tenu sur cet accord commercial suffisamment, à mon sens. Mme von der Leyen, elle a été, si je puis dire, très française dans beaucoup de propositions, y compris au moment de la Covid. J'avais négocié le plan de relance européen aux côtés d'Emmanuel Macron. C'est elle qui l'a porté à l'époque et ça a sauvé
l'économie européenne et notamment beaucoup, des centaines de milliers d'entreprises françaises. La question commerciale, c'est malheureusement plus profond. L'Europe ne s'est pas armée pour une compétition commerciale internationale dans laquelle nous sommes encore beaucoup trop naïfs. Sur la question de l'industrie automobile, d'ailleurs, M. Bardella, il dit qu'elle soutient les intérêts de l'industrie allemande. Je crois que lui-même demande de la flexibilité sur les normes européennes. Donc, c'est pas un sujet calmant. Il faut faire attention. Il faut évidemment préserver nos intérêts industriels automobiles. C'est des centaines de milliers d'emplois en Europe. Mais aujourd'hui, nos constructeurs eux-mêmes ont investi des milliards d'euros dans la transition vers l'électrique. Et donc, abandonner ce qu'on est en train de faire pour produire en Europe des batteries électriques, pour avoir des sites de production de nos constructeurs français et européens en général, de voitures électriques compétitifs, je crois qu'il ne faut pas l'abandonner, notamment pas changer les dates, le fameux moment de 2035 pour l'interdiction des voitures thermiques 150 entreprises neuves. qui ont fait cette transition s'en inquiètent Oui, et je d'ailleurs. rappelle quand même qu'en France, parce qu'on parle de souveraineté là, en France, c'est moins de 3% des ventes de voitures thermiques qui sont faites par des constructeurs français. C'est presque un tiers quand on est sur des véhicules électriques qui sont fabriqués en France ou en Europe. Donc on peut avoir de la souveraineté sur le véhicule électrique, mais il faut de l'investissement, il faut de la constance, il faut du soutien social et industriel aux sites français de production, notamment la filière des batteries. Aussi, la présidente de la Commission qui a annoncé la tenue d'un sommet européen sur le logement. C'est un sujet populaire auprès des citoyens, d'une partie de la gauche d'ailleurs, mais est-ce que l'Union européenne est vraiment capable de s'en saisir ? Alors que l'Union européenne parle des choses qui concernent les gens, les Européens, je pense que c'est bien, parce qu'on dit suffisamment que l'Europe est lointaine, abstraite, parfois trop sur les questions internationales ou technocratiques, pour que quand on parle de logement, et c'est effectivement à juste titre la préoccupation sans doute numéro 1 des jeunes actifs en Europe, en France, dans les grandes villes en particulier, il faut s'en occuper. Après, c'est pas parce qu'on est pro-européen qu'on veut que tout soit à Bruxelles, au contraire. Mais il peut y avoir, par exemple, dans des régions qui ont des difficultés de financement, des prêts de la Banque européenne d'investissement, ça existe déjà pour les collectivités locales. Il peut y avoir des fonds régionaux qui sont utilisés pour nos outre-mer en particulier, pour des régions qui ont plus de difficultés financières et sont plus pauvres que d'autres, à construire. Donc il y a un rôle de l'Europe, comme le plan de relance, qui a un rôle de soutien, et ensuite les décisions, il ne faut pas les technocratiser ou les bruxelliser, si je puis dire. Une politique du logement, c'est plutôt local et ça doit rester comme ça. Merci Clément Beaune d'avoir été notre invité. Alors nous poursuivons tout de suite sur les chapitres les plus clivants de ce discours sur l'état de l'Union. C'est l'heure du débat, direction Strasbourg. Bienvenue au Parlement européen de Strasbourg pour parler d'une Europe qui va devoir trouver le courage de se battre. Les mots forts sont ceux d'Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union. Le 10 septembre, la présidente de la Commission a adopté un ton dramatique pour ce discours de rentrée, évoquant un monde sans pitié où elle annonce de nouvelles mesures contre la Russie et de soutien à l'Ukraine, ainsi que des sanctions contre Israël. Oui, alors un appel lancé dans un contexte de fragilité souligné par l'accord commercial déséquilibré signé avec les États-Unis qu'Ursula von der Leyen a tenté de défendre devant les eurodéputés. Fragilité politique aussi au sein du Parlement, un Parlement européen fragmenté où son groupe, le Parti populaire européen, participe à une majorité pro-européenne avec le centre et les socialistes, mais vote parfois contre les mesures environnementales avec une droite plus extrême. Et d'ailleurs, cette droite radicale et la gauche radicale également ont posé des motions de défiance dès la fin de son discours, sans d'ailleurs espoir de l'emporter. Alors, une Europe forte avec une présidente de la Commission affaiblie. Pour en parler, nous recevons trois invités. Fabienne Keller, bonjour, eurodéputée française du groupe Renew au centre de l'hémicycle. Vous êtes aussi questeur du Parlement européen. Javier Moreno-Sanchez, bonjour. Bonjour. Chef de la délégation du groupe socialiste et démocrate espagnol. Et enfin, Georg Piperea, bonjour. Vous êtes eurodéputé roumain du groupe des conservateurs et réformistes à la droite de la droite. Vous avez défendu une motion de censure déjà en juillet dernier contre la présidente de la Commission qui a été rejetée. Parlons justement de ce grand discours qui a fait une large place aux affaires étrangères. Ursula von der Leyen a même suggéré d'abandonner le veto sur ces affaires étrangères, ce qui ne fait pas tout à fait plaisir aux États en général. Elle a commencé sur l'Ukraine avec un soutien fort sur la Pologne qui a été survolée par des drones russes et se félicite d'ailleurs de notre montée en puissance sur l'armement. C'est vrai tout ça ? C'est non seulement vrai, mais c'est vital pour l'Union européenne. Défendre notre territoire, c'est important. Et les Russes nous ont montré qu'ils n'hésitaient pas à entrer dans l'espace européen. Donc il y a une défense.
des Polonais et de l'OTAN, en l'occurrence des avions des F-35 néerlandais. Et on peut qu'en être très heureux, mais très inquiet aussi. Je rappelle que les Polonais ont été maintenus chez eux, que 4 aéroports ont été fermés. C'est ce que nous rappellent souvent aussi nos collègues baltes, hein, cette réalité de la volonté d'invasion, d'agression de la Russie. Mais elle est pour quelque chose, Ursula von der Leyen, dans notre renforcement de la défense. Est-ce qu'elle est suffisante d'ailleurs pour gagner la guerre? Bien sûr, elle est patronne de la Commission. La défense, on ne l'a pas voulu dans les années 50, mais là, elle s'impose à nous. Et ce dont on parlait depuis longtemps, eh ben, on le fait dans la pratique par les aspects financiers, les 150 milliards de prêts pour que les États puissent aller plus loin dans leur équipement militaire, et aussi, tout le monde qui fait désormais partie de l'OTAN, une volonté de participer aux garanties de sécurité. Alors c'est l'Union européenne avec le président Macron qui a organisé la coalition des volontaires, mais en présence d'Ursula von der Leyen et d'Antonio Costa, et en intégrant les Britanniques. Donc une Union européenne pragmatique et efficace et acteur. Donc oui, elle est forte. Là, le discours a été ferme et rassembleur, et c'est absolument essentiel à ce moment historique où nous sommes en tension maximum avec Vladimir Poutine. Alors un discours ferme aussi sur un autre point, on l'attendait peut-être moins d'ailleurs, celui du conflit entre Israël et le Hamas. Le discours a marqué un changement de ton avec des mesures annoncées pour sanctionner l'État hébreu. On écoute Ursula von der Leyen. Ce qui se passe à Gaza est inacceptable. C'est la raison pour laquelle je proposerai un train de mesures visant à tracer la voie à suivre. D'abord, la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour aller de l'avant. Nous allons suspendre notre soutien bilatéral à Israël. Deuxièmement, nous proposerons des sanctions à l'encontre des ministres extrémistes et des colons violents. Nous proposerons également une suspension partielle de l'accord d'association sur les questions liées au commerce. Alors, Javier Moreno-Sanchez, les membres de votre groupe, les socialistes et démocrates, vous êtes affichés en rouge avec d'autres eurodéputés de gauche lors de cette séance en signe de soutien à Gaza. Les annonces que l'on vient d'entendre vous satisfont-elles? Alors, c'est un début. Et c'est sous la pression de justement de notre groupe et entre autres de certains premiers ministres, comme mon premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Vous savez la ligne qu'il a depuis le début. Lui, condamnation des attentats de Hamas, libération des otages, dire que c'est un génocide, une solution cessez-le-feu et une solution des deux États. Donc cette ligne, il l'a proposée. Elle n'a pas dit que c'était un génocide. Sa vice-présidente l'a dit. Elle l'a pas dit. L'espagnole, justement, Ribera, elle était habillée en rouge. Je suis en train de dire la ligne de mon Premier ministre est un peu tard, mais elle commence à réagir. Parce que nous, ce qu'on demande à Mme von der Leyen, c'est qu'elle agisse avec la même fermeté dans les deux guerres qu'on a à nos portes. On a l'invasion de Poutine, l'agression de Poutine en Ukraine, mais on a pas très loin, c'est nos voisins aussi, une poudrière là au Proche-Orient, et on veut que ce soit avec les mêmes standards et la même fermeté. Et vous savez, et moi je l'ai demandé officiellement pendant le débat, on veut la suspension de l'accord d'association avec Israël. Là, elle parle de suspension partielle. Comme je vous dis, elle avance, mais c'est sous pression. C'est pas assez, vous dites. Alors, autre dossier chaud du moment, c'est le chapitre le plus délicat peut-être pour Ursula von der Leyen, l'accord du 27 juillet qu'elle a signé avec le président Trump pour des droits de douane à 15% sur les exportations européennes vers les USA, ce qui n'est pas réciproque d'ailleurs. La présidente de la Commission a défendu bec et ongle cette décision. Nous avons fait en sorte que l'Europe obtienne le meilleur accord possible. Mais si on considère les exceptions que nous avons obtenues et les taux supplémentaires auxquels d'autres pays sont soumis, nous pouvons constater que nous avons le meilleur accord, c'est incontestable. Mais je veux être aussi très clair sur un point. Qu'il s'agisse de la réglementation environnementale ou numérique. Eh bien, nous fixons nos propres normes, nous fixons nos propres règles. L'Europe décidera toujours par elle-même. Alors, Piperea, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que finalement elle a obtenu le meilleur deal possible avec Donald Trump par rapport à la protection de notre commerce ? Non, pas du tout. On doit se souvenir du fait que depuis le 22 janvier 2025, il n'y a pas eu des
contacts avec l'administration Trump. Madame von der Leyen et aussi Madame Kaja Kallas n'ont pas eu des relations, des discussions, des négociations avec l'administration Trump. Donc cet accord qui a été fait sur un terrain de golf en Écosse, c'est un échec. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a quelques sondages d'opinion, notamment le sondage qui est fait en France, en Espagne, en Italie et aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. 60% de la population estime que Mme von der Leyen doit partir parce que cet accord, c'est un accord désastreux. C'est un sondage qui a eu comme résultat 7%, 60%. Vous avez demandé, vous, qu'elle parte, parce que vous avez posé une notion de censure. Presque tous les intervenants ont dit sur cet accord que c'est un accord qui est pratiquement un échec, c'est un désastre. Et dans le même temps, Mme von der Leyen a dit quelque chose qui est contradictoire. Elle a dit que même cet accord, c'était bon, elle ne va pas permettre la modification de notre législation sur la technologie, c'est-à-dire le DSA et le DMA. Et c'est M. Trump qui a exigé, qui a demandé spécialement l'annulation de DSA pour avoir un accord commercial avec les États-Unis. Justement, Fabienne Keller, Ursula von der Leyen l'a dit lors de son discours sur l'état de l'Union, elle veut préserver l'indépendance européenne sur le numérique. On ne transigera pas avec cette régulation sur le numérique. Vous la croyez, elle va pouvoir tenir bon face à Donald Trump ? En tout cas, nous la soutenons dans cette démarche très fortement. Il faut rappeler que c'est une législation qui est bien antérieure d'ailleurs à l'élection de M. Trump. Enfin, ça n'a rien à voir avec la situation récente. Ça vise en fait à la fois à organiser la concurrence pour ne pas laisser des entreprises toujours plus grandes comme les GAFA dominer le marché, et d'autre part à se donner le moyen à éviter que les discours haineux, les appels aux violences, voire les indications dangereuses, vous savez, les aides au suicide, etc., soient diffusées, que ce soit pas utilisé, comme c'est le cas malheureusement actuellement. Mais si elle a cédé sur le commercial, est-ce qu'elle ne va pas céder sur quelque chose qui serait justement l'encadrement des géants du numérique, parce qu'on veut que les États-Unis soient avec nous sur l'Ukraine et sur d'autres choses ? Nous l'encourageons à ne pas le faire. Elle a appliqué il y a quelques jours, il y a 10 jours, la régulation de la concurrence, qui est un autre sujet, qui a conduit à une amende de plus de 2 milliards de dollars ou d'euros à l'égard 3 milliards même. 3 milliards, oui, à l'égard de Google. Donc, on l'encourage à cette fermeté, à être simplement européen. C'est-à-dire que nous avons des règles et la Commission a en charge leur application. Mais on a un interlocuteur qui est peu fiable, M. Trump, puisqu'il en demande toujours plus. Donc là, question, c'est aussi de savoir être ferme. C'est peut-être là qu'on aurait souhaité un peu plus de fermeté encore ce matin. Mais sachez que du côté du Parlement, de la majorité pro-européenne, nous allons continuer à être exigeants sur cette mise en application. Alors, il y a des nuances dans cette majorité pro-européenne. On va les écouter d'ailleurs. Le chef des écologistes, Basse Écoute, a accusé Ursula von der Leyen d'avoir oublié la transition écologique avec un Green Deal largement détricoté en même temps que l'accord avec les États-Unis. Écoutons-le. Vous avez signé cet accord avec Trump. 750 milliards d'investissements dans l'énergie américaine. C'est cela que vous avez signé. Une énergie qui est plus sale que la nôtre. C'est un accord complètement fou que vous avez signé avec les Américains. Il faut remédier à cela. Monsieur Moreno Sanchez, est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue vert ? Cette commission a renoncé à l'écologie, détricote régulièrement tout ce qu'elle a mis sur la table lors du pacte vert, la dernière mandature. Pas seulement le pacte vert, dans d'autres domaines, il y a une tendance. Et là, dans l'accord en particulier avec Trump. On savait qu'on arrivait dans un Parlement européen, une commission qui était beaucoup plus à droite. Ce qu'on ne savait pas, c'est que la droite traditionnelle pro-européenne allait commencer à jouer un peu avec l'extrême droite. Et donc, effectivement, notre grande lutte, c'est de ne pas démonter toutes les propositions qu'elle a faites, que nous avons menées ensemble à terme, comme le pacte migratoire, la directive sur l'intelligence artificielle, sur les services digitaux, enfin tout ça. Donc, pas qu'on revienne en arrière, qu'elle soit tentée attirée par l'extrême droite de revenir en arrière. Quant à l'accord, pour le moment, on n'a qu'une déclaration politique.
Moi, ce que j'ai demandé et que personne ne m'a dit, qu'est-ce qu'on va nous présenter au Parlement? Sur quoi on va voter? Et de toute façon, ce qu'on ne va pas accepter, ce qu'on ne doit pas accepter, Fabienne, c'est un changement de paradigme. On a construit le commerce international depuis des décennies avec l'OMC, des règles, la clause de la nation la plus favorisée. On ne peut pas laisser ça entre les mains de la loi du plus fort. Parce que sinon, on fait on ne sait pas où on va. avec l'extrême droite et puis là, en l'occurrence, vous allez plutôt déclencher le feu de la censure contre elle, oui. Deux motions de censure à venir, hein, une de l'extrême gauche et puis une des Patriotes de Jordan Bardella, à laquelle vous allez certainement vous associer, M. Piperea. Vous en aviez déposé une en juillet dernier. Ces motions ont peu de chances d'être adoptées. À quoi ça sert, à part affaiblir finalement la Commission au moment où on voit le monde a besoin d'une Europe forte? Je vous donne un bon exemple. Madame von der Leyen dit quelque chose de très intéressant aujourd'hui. On doit commencer à rebâtir l'Europe, c'est-à-dire une nouvelle Europe. Mais cette nouvelle Europe, ce n'est pas une Europe sociale, c'est une Europe militariste. C'est une Europe qui doit se présenter avec cette caractéristique d'être une Europe intéressée de l'environnement, mais c'est une Europe militariste. Et ça, vous n'êtes pas pour? Vous n'êtes pas intéressé par l'environnement? Moi, je suis intéressé, très intéressé. Moi, je suis intéressé d'une Europe sociale. Mais ce qui se passe, c'est que cet intérêt du peuple européen sont maintenant sub-prioritisés parce que Mme von der Leyen doit boxer, doit devenir une boxeur. Ce qu'on peut retenir... veulent faire des boxeurs de nous. Une Europe militariste, ce n'est pas mon idée. Une Europe militariste, vous entendez, Madame Keller? Alors, il y a d'ailleurs on n'en est pas là. On est à une Europe qui se défend, qui se protège. C'est ce que nos concitoyens demandent en premier. Hein. Mais ce qu'on peut retenir, Fabienne Keller, peut-être de cette motion qui s'accumule, c'est que la majorité, elle est plus fragile qu'elle ne l'a été. Est-ce que Ursula von der Leyen, elle va être en mesure de faire passer les votes importants qui arrivent? On pense au Mercosur, par exemple, qui divise beaucoup. Alors, le Mercosur, ce sera compliqué parce que ce sujet est extrêmement sensible. Vous savez qu'il y a une bonne clause de sauvegarde sur l'agriculture qui a été négociée notamment par la France et par le président Macron. Donc on peut penser que voilà, c'est plus acceptable. Vous êtes un peu plus mis d'accord avec M. Moreno-Sanchez qu'avant. Mais non, on se met toujours d'accord parce qu'ici au Parlement européen, socialistes, Renew et le PPE bossent en général ensemble. Maintenant, ils ont la tentation, le PPE, de temps en temps, de travailler avec l'extrême droite, et je le regrette profondément en termes de valeurs européennes. Mais une Europe militarisée, franchement, on n'y est pas du tout. On est à l'Europe qui est efficace pour ce qui est d'être ensemble. Par exemple, dans le domaine militaire, les industries de la défense sont nationales. On serait tellement plus fort en étant européen. Donc il y aura des programmes industriels de développement à l'échelle européenne. Les militaires resteront nationaux. Dernier mot pour conclure, qu'on comprenne bien vos attentes par rapport à Madame von der Leyen. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez d'elle aujourd'hui, en 2025 ? J'attends la démission de Mme von der Leyen pour éviter la honte d'être démissionnée par une motion de censure des patriotes qui sont les soi-disant extrémistes. Mais qui n'ont pas de majorité pour l'instant au Parlement. Malheureusement, c'est le discours de toutes les extrêmes droites européennes, et notamment le Rassemblement national français, le dégagisme. Ce que j'attends, c'est de la fermeté et de la mise en œuvre, parce que c'est ce qu'on attend de la Commission, de nos décisions qui sont puissantes, et puis une Europe forte et respectée dans le monde. Est-ce qu'elle est capable de délivrer ça? Je rejoins Fabienne, il faut qu'elle agisse. Et nous, les socialistes et démocrates, on demande qu'elle agisse dans les domaines. On lui a écrit une lettre avec nos priorités, par exemple sur le problème du logement, sur le problème pour les jeunes. Il faut qu'elle agisse, et qu'elle agisse avec la majorité pro-européenne, avec la majorité qu'elle arrête. Elle a mentionné le logement et certains passages de cette lettre. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.